Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra le journal de ce jour, lundi 1er octobre 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Arrêté dans le cadre de la manifestation pacifique contre la loi de finances 2018, le 15 avril dernier, Djori Ibrahim, Mekel Zodi et Karim Tanko ont comparu ce lundi devant le juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Le procès a eu lieu, le délibéré est prévu pour le vendredi 5 octobre prochain. Le parquet a requis 8 mois d'emprisonnement et 50 000 d'amende. Précision avec Ismaël Moumouni. 3h38, c'est le temps qu'a duré le procès des acteurs de la société civile, Michael Zodi, Djori Ibrahim et Karim Tanko, arrêtés dans le cadre des manifestations contre la loi de finances 2018, signataires de la manifestation prévue le 15 avril dernier, sous la demande du cadre de concertation de la société civile. Le parquet demande 8 mois d'emprisonnement contre ces acteurs qui sont dans leur 6e mois de détention. Donc, nous sommes poursuivis pour deux chefs de prévention, organisation d'une manifestation interdite dans les conditions fixées par la loi, complicité de dégradation des biens publics et privés. Donc, c'est pratiquement les mêmes chefs de prévention que M. Nou Arzika et autres. Vous savez, il y a 1 mois ou 2 mois de cela, la même juridiction a rendu une décision qui est devenue jurisprudence parce que le parquet même n'a pas voulu faire interjeter appel. Cela veut dire qu'à son égard, cette décision s'impose. Nous étions sincèrement venus sans armes. Quand on dit sans armes, c'est que nous estimons que le parquet allait être cohérent pour demander la relaxe de nos clients en respectant la décision qui n'a même pas fait 2 mois de cela. Mais à notre grande surprise, le parquet a requis 8 mois d'emprisonnement ferme contre les 3 prévenus. Je précise que nos clients ont fait déjà 6 mois pratiquement. La défense demeure optimiste car pour elle, les accusations du ministère public ne sont pas fondées. Cela veut dire que le parquet a requis encore qu'il reste en prison pendant 2 mois. Et quand vous faites un petit lien, vous comprendrez qu'en réalité, le parquet sollicite qu'il garde prison jusqu'à ce qu'encore la loi de finances 2019 soit votée. Nous ne pouvons pas nous empêcher de faire ces liens, mais je pense que ça en dit long sur le contour et ce qui sous-tend une telle procédure. Mais nous avons toujours eu confiance à la justice et nous pensons jusqu'à preuve du contraire que la justice nigérienne ne peut pas se dédire à l'espace d'1 mois. Et le magistrat est si fier d'être magistrat et qu'il fera en sorte qu'il porte la fierté d'être magistrat. En disant le droit, nous ne demandons aucune faveur. Vous avez vu, on a créé des partis civils qui, entre-temps, certaines se sont rétractés, des partis civils qui se trouvent, entre autres, être des policiers. Et on nous a brandi des photos, on nous a toujours brandi les mêmes photos qu'on peut retrouver sur Facebook, qu'on peut retrouver en réalité, peut-être que c'est depuis même les événements au Rwanda et au Libéria. Dans tous les cas, ça n'a pas été authentifié. C'est pour vous dire qu'on a assisté à la même démarche qui consiste à garder les acteurs de la société civile en prison pour un effet dissuasif. Alors, rendez-vous est pris pour le vendredi 5 octobre prochain au tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour savoir si ces acteurs vont être relaxés ou s'ils vont poursuivre de 2 mois leur séjour en prison. Nous l'apprenons à l'instant même que les débats du Conseil national de dialogue politique viennent à l'instant de prendre fin dans la salle de banquet de la primature. À l'ordre du jour, comme vous le savez, le point qui était inscrit à l'ordre, c'est la révision du code électoral tant contesté par plusieurs formations politiques. Le débat général a eu lieu il y a quelques instants. Il faut noter la présence de la majorité et des non-affiliés. Il y a aussi le Front républicain constitué par le parti Kishin Kassa qui fait partie des formations politiques qui ont contesté ce code électoral d'ailleurs qui est à la base même du retrait du parti de la mouvance présidentielle. Et la réunion a décidé de mettre en place un comité de 12 membres, soit 4 par front. Ce comité a 72 heures, un comité
tripartite qui sera mis dans 72 heures. Il faut noter un seul absent à cette réunion, c'est l'opposition politique réunie au sein du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FR-DDR qui n'a pas jugé utile d'y participer. Les raisons dans ce reportage signé Abdourazak Hamidou Léo et Chebi Guisso. Donner les raisons de leur non-participation à la réunion du CNDP. Convocation par le Premier ministre, président du CNDP, telle est la raison principale de la tenue de ce point de presse organisé par le FR-DDR. Nous avons dénoncé le fait que ce soit un comité ad hoc mis en place par le ministère de l'Intérieur qui a pris soin de vouloir réfléchir à la place des partis du CNDP. Nous avons dénoncé le caractère non inclusif de cette démarche et manœuvrier d'ailleurs de cette démarche. Nous avons très tôt montré les insuffisances de ce document et nous avons même produit une réflexion que nous avons destinée à l'ensemble des partis politiques de la place. Alors pourquoi, après avoir réalisé tout ceci, ne pas répondre favorablement à une demande de participation à une discussion sur le code électoral? Eh bien, pour des raisons assez simples et évidentes. Les raisons tiennent à ceci que, en réalité, le gouvernement n'a pas l'intention de discuter sincèrement sur le code électoral. Le gouvernement fait une opération de relations publiques, fait du marketing, et nous le disons fort de l'expérience que nous avons de l'élaboration de la plupart des textes, pas seulement le processus d'élaboration de la loi organique portant code électoral, mais la gestion même de l'État de façon générale. Il vous souviendra que le scrutin de 2016 est tout sauf un scrutin conforme aux standards internationaux. Le FR-DDR estime et considère qu'il n'y a pas de volonté de discuter du code électoral et par conséquent, le régime refuse de prendre conscience de la situation difficile dans laquelle le pays se trouve. Nous y reviendrons plus en détail donc sur la réunion du Conseil national de dialogue politique dont les travaux viennent à l'instant même de prendre fin. Il faut noter donc entre autres décisions prises la mise en place d'un comité de 12 membres dans 72 heures qui va revenir donc sur les différents points à l'ordre du jour, notamment la révision du règlement intérieur. Après les élèves du lycée, le 17 septembre dernier, ceux du collège et du primaire ont officiellement repris le chemin de l'école ce lundi 1er octobre 2018 sur l'ensemble du territoire national. Ici à Niamey, c'est l'école Yantala 4 qui a servi de cadre pour le lancement par le ministère de l'enseignement en primaire et de la promotion des langues nationales. La précision, Ismaël Moumouni. Après des mois de vacances, c'est 3 823 437 élèves du préscolaire, du primaire, du collège et des enseignements techniques et professionnels qui reprennent le chemin de l'école. Ainsi, pour s'inquiéter du bon déroulement de cette rentrée, que le ministre de l'enseignement primaire a sillonné plusieurs établissements scolaires dans la capitale. Après sa visite, nous livre ses impressions. Partout où j'ai passé, que ce soit du primaire, au secondaire ou à la formation professionnelle, j'ai trouvé vraiment une administration prête et des élèves prêts aussi pour la rentrée. Et je suis convaincu qu'à partir du jour, dans beaucoup de classes de la région de Niamey, les cours débuteront. Et c'est cela notre joie de former des enfants nigériens pour qu'ils soient des cadres de demain. L'appel que je lance, c'est que cette année 2018-2019 se déroule dans le calme.
que tous les enfants nigériens qui sont chacun en fonction de son niveau réussissent et soient vraiment dans des conditions de travail pour être les cadres de demain. Pour la bonne qualité de l'enseignement, des réformes vont être opérées par le ministère. Les principales réformes, c'est dans le cadre du transfert de compétences, mais aussi un encadrement très poussé des enseignants, pour que nos enseignants soient des enseignants de qualité. Au niveau du secondaire, il y a l'évaluation des enseignants en situation de classe, tous les enseignants du secondaire, notamment ceux qui n'ont jamais suivi la formation initiale, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas fait l'école normale pour avoir une formation, tous seront suivis par un inspecteur et un conseil pédagogique de manière à savoir est-ce qu'ils ont les compétences requises pour tenir les différentes classes dans le secondaire. Quant à la formation professionnelle, vraiment c'est la continuité pour avoir une formation beaucoup plus requise afin d'être des cadres de demain. Le ministre a par la même occasion souhaité bonne rentrée à tous les élèves et enseignants. Néanmoins, la réussite d'une année académique repose sur tous les acteurs concernés dans ce domaine. De ce fait, chacun doit respecter ses engagements pour que l'école nigérienne puisse retrouver ses lettres de noblesse. Il faut préciser, Simane Moumouni, que cette rentrée intervient ici au Niger dans un contexte un peu agité, notamment par les syndicats du secteur de l'éducation qui demandent aux autorités de trouver des solutions à leurs revendications. C'est l'exemple de la Fédération des syndicats de l'enseignement du secondaire FACES qui a tenu à rappeler donc aux autorités les différentes revendications dans ce reportage. La rentrée scolaire 2018-2019 intervient au Niger sous fond de tension. Le gouvernement et les syndicats ne regardent pas la même direction. Les élèves et les syndicats rappellent aux autorités leurs revendications qui ne sont pas prises en compte, notamment le paiement des pécules et la mise en solde d'une catégorie d'enseignants. Nous allons reprendre le chemin de l'école, mais je dirais que ce n'est pas une carte blanche que nous donnons à la partie gouvernementale parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris beaucoup d'engagements avec en tout cas l'ensemble des partenaires de l'école que nous sommes. Ces engagements-là ne sont pas respectés jusqu'à la date d'aujourd'hui. Par exemple, la mise en solde de nos camarades recrutés au titre de l'année 2014 au secondaire, jusque-là n'est pas faite. Par exemple, les paiements à terme issus des pécules des enseignants contractuels, jusque-là, ça reste une promesse. Par exemple, les reliquats des frais de correction des bacs de nos camarades pour les années 2017 et 2018 ne sont pas épongés à la date d'aujourd'hui. Il y a aussi plein d'autres situations qui sont là. Par exemple, l'avancement automatique et au choix de nos camarades, la mise en solde des camarades professeurs du CEG. Toutes ces questions-là ne sont pas réglées. Donc nous estimons que la rentrée s'annonce mal. Concernant les enseignants, en cas de non-satisfaction de leurs revendications, la Fédération des syndicats d'enseignants entend poursuivre le combat. Si la situation n'évolue pas, en tout cas, le gouvernement est en train de vouloir nous disqualifier à rester en tout cas permanemment en classe. Parce que si ces revendications-là restent sans suite, je vous assure, au niveau des enseignants du secondaire, nous sommes plus que jamais déterminés à prendre toutes les dispositions idoines pour essayer de mettre en tout cas nos camarades dans leurs droits. C'est notre devoir et les camarades ne comptent que sur nos actions pour aboutir à ces revendications-là. FCS déplore également l'insuffisance de matériel constaté. Vous avez vu les conditions dans lesquelles la rentrée au lycée a eu lieu. Les élèves avaient l'habitude d'avoir plus de 10 cahiers. Cette fois-ci, ils se sont retrouvés avec en tout cas apparemment 5 cahiers. Ce n'est pas bien. Ils ont dit que ça est en route. Nous estimons que ça va venir dans peu de temps pour essayer de, en tout cas, soulager la situation des parents d'élèves avec ces kits scolaires-là. Au regard des différentes grognes des syndicats du secteur éducatif nigérien, l'année scolaire 2018-2019 qui vient ainsi de débuter risquerait d'être perturbée comme les années précédentes si en tout cas le gouvernement ne réagit pas à temps pour étouffer les mouvements de grève en gestation.
Autre aspect pour cette édition, la nouvelle décision des autorités de la ville de Niamey portant sur le port obligatoire des casques pour les motos et la ceinture de sécurité des véhicules a pris effet ce jour, lundi 1er octobre 2018. Au premier jour, déjà le constat qui se dégage, les usagers respectent la mesure. Reportage Abdourazak Hamidou Léo et Halidou Brema. Porter le casque et la ceinture de sécurité, désormais une obligation en vigueur, officiellement ce lundi 1er octobre, par arrêté de la ville de Niamey. Ces consignes marchent, sont respectées et surtout bien accueillies par les usagers, que ce soit par les propriétaires de taxis ou voitures privées. Vraiment, je crois que le port de la ceinture, c'est plus que nécessaire. Ça a tardé avant de venir même. Nous pensons que cela devrait arriver il y a longtemps. Mais rien n'est trop tard pour bien faire. Je crois que c'est d'abord la sécurité pour la personne qui l'utilise, qui est sur la route. C'est pour la sécurité pour les autres aussi usagers, autres que donc les conducteurs. Puisqu'en cas d'accident, on a vu que le non-port de la ceinture de sécurité a créé beaucoup de dégâts. Je crois que les gens vont s'accommoder, ils vont accepter ça. C'est pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour l'État, ce n'est pas pour la police, ce n'est pas pour les autres, c'est pour soi-même qu'on utilise la ceinture de sécurité. Je crois que c'est une initiative à encourager et ça doit être généralisé sur toute l'étendue du territoire du Niger. Mais aussi par les motocyclistes pour les casques. La raison pour laquelle nous sommes venus acheter la casque là, d'abord on voit que c'est notre sécurité et c'est important que certaines personnes négligent. Maintenant, je vois que l'État nigérien a jugé que tout le monde respecte les règles. C'est normal, c'est tout à fait normal. Parce que c'est notre sécurité. Sans casque sur la moto, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais je vois que l'État nigérien a raison d'obliger les gens maintenant d'acheter les casques là. C'est normal, c'est vrai. Le casque en cas d'accident, ça va te protéger ta tête. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de nerfs se trouvent au niveau de la tête. Et c'est important de porter la casque. Moi-même, je sais bien. De manière globale, ces différentes consignes sont respectées par les usagers. Et que dire des revendeurs de casques qui ont trouvé en ces arrêtés une occasion de se remplir les poches et de se frotter les mains. Le 28 septembre dernier, le Niger a célébré la journée nationale de la mobilisation contre la traite des personnes. Cette quatrième édition a été célébrée à Maradi avec au menu plusieurs conférences sur les thèmes relatifs à la traite des personnes, notamment des enfants. Le résumé avec Asma Ousseidou. Cette quatrième édition de la Journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes vise à lutter contre la traite, la prostitution, la mendicité et le travail des enfants. Un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre pays. Nous avions depuis hier commencé à éplucher des sous-thèmes, ce qui nous a permis de passer en revue les dispositifs institutionnels et juridiques qui sont à notre disposition pour faire face à ces fléaux. Et ce matin encore, nous nous sommes penchés sur comment définir les besoins spécifiques de protection pour la femme dans le contexte de déplacement forcé et de migration. Ça a été, je dois l'avouer, des moments très intenses, des moments de forte mobilisation, et la pertinence des interventions des uns et des autres démontre leur intérêt pour cette thématique. Et je peux vous garantir que nous allons intégrer toutes ces préoccupations, toutes vos propositions dans le cadre des plans d'action de mise en œuvre des stratégies de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Je voudrais au nom du gouvernement encore une fois vous remercier, souhaiter que les propos puissent véritablement être traduits en actes. Les participants à cette conférence ont tour à tour développé des thématiques liées à la traite. Cette criminalité transnationale organisée couvre des domaines comme la corruption, la drogue, le blanchiment des capitaux, la traite des personnes, le trafic illicite de migrants entre autres. Cette convention a été suivie de deux protocoles additionnels à la convention qui s'appelle Convention de Malaga
Donc il y a un protocole sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, et un autre protocole sur le trafic illicite des migrants. Donc toute cette convention et ces deux protocoles, donc c'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes qui est gardien de tous ces instruments internationaux. Cette traite se caractérise par 3 éléments. Il faut un acte. Qu'est-ce qu'on appelle un acte? Il faut recruter, héberger, accueillir, transporter ou transférer. Et il faut des moyens. Et ces moyens-là, c'est par exemple enlever quelqu'un, passer par la fraude pour avoir la personne, ou bien tromper la personne, ou bien user de sa puissance, par exemple paternelle, ou bien la puissance en cas, un abus de corriger. Donc pour parvenir à une finalité. Et cette finalité-là, ça peut être de la mendicité, ça peut être de la prostitution, ça peut être du travail forcé, ça peut être du prélèvement d'organes, mais au-dedans on ne connaît pas encore cet aspect de la traite. Notons que cette conférence sur la traite des personnes a duré 2 jours dans la région du Maradi du 27 au 28 septembre dernier. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.